L'éclairage est tamisé, presque noir et blanc. L'atmosphère est celle d'un film de conspiration des années 70. Un rythme de basse lent, métronomique, inquiétant. Approchez un peu, j'ai une question pour vous. Une question qui risque de fissurer le socle sur lequel repose toute votre carrière. Pourquoi avez-vous l'impression, face à un problème inédit, que votre cerveau se fige ? Pourquoi, après des années d'études et des diplômes prestigieux, vous sentez-vous parfois comme un imposteur dès que le manuel ne donne pas la réponse ? Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'éducation. On vous a raconté que le système était là pour vous apprendre à résoudre des problèmes. C'est un mensonge poli, institutionnalisé. Le système n'a jamais été conçu pour vous apprendre à réfléchir, mais pour vous apprendre à étiqueter la réalité. Et il y a 60 ans, un homme l'a prouvé de la manière la plus humiliante qui soit pour l'État de Californie. Un tableau noir couvert d'équations derrière lui. Richard Feynman. Pasadena. Richard Feynman, prix Nobel de physique, génie du Manhattan Project, s'assoit dans son bureau. Il est seul. Autour de lui, ce n'est pas de la science de pointe. Ce sont des piles, des montagnes. 5 mètres de manuels scolaires, 150 kilos de papier. Tous les livres de mathématiques et de sciences proposés pour les écoles publiques de Californie. Feynman vient d'être recruté par la commission de l'État. Sa mission, valider ce que vos enfants vont apprendre. Mais il y a un problème qui en dit long sur le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Feynman est le seul à lire les livres. Imaginez la scène. Les autres commissaires ? Des bureaucrates, des politiciens, des experts en éducation. Ils ne lisent pas, ils délèguent. Ils envoient les livres à des enseignants locaux, récupèrent des rapports, font des moyennes, pondèrent les scores. Ils gèrent des flux de données. Ils ne manipulent pas le savoir, ils traitent de la paperasse. Et c'est là que Feynman découvre l'impensable. Un éditeur, en retard sur les délais, envoie son livre à la commission. Mais le livre est vide. Entre la couverture avant et la couverture arrière, il n'y a rien. Des pages blanches. Le dépôt de livres, fonctionnant sur pilote automatique, le transmet comme les autres. J'attendais de voir ce que les autres allaient dire. Et là, incroyable. Le livre blanc a reçu des notes. Pas des mauvaises notes, non. Des notes moyennes, voire légèrement supérieures aux 2 autres manuels complets du même éditeur. Les commissaires, sans jamais l'avoir ouvert, lui avaient attribué un chiffre. Le système de moyenne a fait le reste. Personne n'a remarqué qu'il n'y avait rien à l'intérieur, parce que personne ne regardait. Ce n'était pas un accident, c'était le reflet d'une vérité universelle. Le système préfère le processus à la substance. Mais attendez, car le pire n'était pas le livre vide. Le pire, c'était ce qu'il y avait dans les livres qui étaient pleins. Feynman ouvre un manuel de sciences pour les enfants de 6 ans. La première page montre un chien mécanique à remonter. Un vrai chien et une moto. Sous chaque image, une question. Qu'est-ce qui le fait bouger ? La réponse officielle dans le guide de l'enseignant ? 3 mots. L'énergie le fait bouger. Feynman a failli s'étouffer. En 1966, devant l'Association nationale des professeurs de sciences, il a réduit cette réponse en cendres. Dire que l'énergie le fait bouger, c'est exactement comme dire que Dieu le fait bouger, ou que la mouvabilité le fait bouger. C'est une tautologie. Un mot complexe utilisé pour masquer une ignorance totale. L'enfant n'apprend rien sur le jouet, rien sur les engrenages, rien sur les ressorts, rien sur la tension. On lui apprend juste un nouveau mot de vocabulaire pour qu'il arrête de poser des questions. On lui apprend à mettre une étiquette sur une boîte noire et à passer à la page suivante. Feynman a proposé un test brutal. Dites-moi ce que vous savez maintenant sur le mouvement du chien, mais sans utiliser le mot énergie. Silence radio. Le vide. Parce que rien n'a été transmis. Seul un mot a été transféré. L'alternative de Feynman ? Simple. Démonter le jouet. Montrer l'intelligence des rouages. Montrer comment le ressort stocke la force et la libère. Laisser l'enfant voir le réel. Ça, c'est de la science. Mais le système déteste ça. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui démonte un chien mécanique commence à demander « Pourquoi le ressort résiste-t-il ? Et si je change la roue ? Et si je construis le mien ?»
Un enfant qui pose des questions est un enfant difficile à gérer. Un employé qui pose des questions est un employé difficile à manager. Le système ne veut pas que vous sachiez comment le jouet fonctionne. Il veut que vous sachiez dire énergie au bon moment pour obtenir votre note. Regardez votre propre vie. Combien de fois au travail, en réunion, on vous a balancé un concept, Lean, Agile, Synergie ou IA, comme une explication, alors que c'était juste une étiquette collée sur un problème que personne ne comprenait. Le système vous a entraîné à mémoriser les étiquettes des bagages, sans jamais vous autoriser à ouvrir la valise. Et aujourd'hui, on va forcer la serrure ensemble. Le son est amplifié, un crissement granuleux presque organique. Dans ce même discours de 1966, Feynman enfonce le clou avec un exemple que vous pouvez tester dès maintenant. Posez cette question à un enfant, ou à votre collègue au bureau. Pourquoi le cuir de tes chaussures s'use-t-il ? La réponse du manuel, celle qui vous donne un 20 sur 20 à l'examen, c'est « à cause de la friction ». Félicitations, vous avez utilisé un mot savant, vous avez l'air intelligent. Mais est-ce que vous savez quelque chose ? Non. Mais c'est vrai, c'est la friction, me direz-vous. Ah oui ? Explique-moi la friction sans utiliser le mot friction. C'est le frottement des surfaces ? C'est juste un synonyme, tu tournes en rond dans le dictionnaire. La réalité, la vraie connaissance que le système a supprimée pour gagner du temps, c'est que le trottoir est parsemé de minuscules pics et de cratères invisibles à l'œil nu. Lorsque vous marchez, ces aspérités accrochent littéralement des micro-lambeaux de cuir et les arrachent. Votre chaussure ne s'use pas par magie, elle est déchiquetée par une chaîne de montagnes microscopiques. L'un est un mot, l'autre est une image mentale. L'un est une impasse. L'autre est le début de la physique des matériaux, et devinez quoi, le système choisit le mot, à chaque fois. Un synthétiseur jazzy un peu abstrait, évoquant la complexité inutile. Les manuels qui inondaient la Californie étaient obsédés par une chose, la précision formelle. On appelait ça la nouvelle mathématique. On passait des heures à apprendre aux enfants la différence entre un nombre et un numérole. Un chiffre est le symbole, le nombre est l'idée. On introduisait la théorie des ensembles, avec des notations complexes, des accolades, des symboles d'appartenance. Feynman, qui passait ses journées à calculer l'interaction des électrons et à manipuler les équations les plus complexes de l'histoire humaine, a écrit ceci. Cette notation élaborée pour les ensembles n'apparaît presque jamais en physique théorique, en ingénierie, en économie ou dans la conception d'ordinateurs. Elle ne sert à rien là où les mathématiques sont réellement utilisées. Alors pourquoi ? Pourquoi forcer des millions d'enfants à apprendre un jargon que même les génies n'utilisent pas ? Une mallette en cuir luxueuse s'ouvre, révélant un intérieur en velours. Parce que l'industrie de l'éducation est une industrie. Pendant que Feynman s'échinait à lire chaque page, les éditeurs essayaient de l'acheter. L'un lui envoie une mallette en cuir avec son nom gravé en lettres d'or. Une autre lui fait livrer un panier de cadeaux par Western Union pour Thanksgiving. Ils attendaient les commissaires dans les lobbies d'hôtels pour les inviter à dîner. Le système ne servait pas les élèves, il servait les gens à l'intérieur du système. Les éditeurs vendaient de la nouveauté et de la rigueur apparente pour rassurer les parents, et les commissaires achetaient la tranquillité d'esprit en ne vérifiant rien. La carte du monde tourne et s'arrête sur Rio de Janeiro. Si Feynman n'avait vu cela qu'en Californie, on pourrait dire que c'était un problème local, une décennie corrompue. Mais il l'avait déjà vu ailleurs, à l'autre bout du monde. En 1951, Feynman passe une année sabbatique au Brésil, dans une école d'ingénieurs prestigieuse. Il remarque très vite un phénomène étrange, presque paranormal. Il pose une question directe sur un concept de physique, et toute la salle répond en chœur, avec une confiance absolue. Puis, il reformule exactement la même question. Même sujet, même concept, mais il change les mots. Il utilise une analogie concrète. La classe entière est pétrifiée. Ils avaient tout mémorisé, tout, mais ils ne comprenaient rien. C'était comme s'ils avaient appris l'index d'un livre sans jamais lire le texte. Si vous utilisiez le bon mot-clé, la réponse sortait comme d'un distributeur automatique. Si vous changiez d'angle, le système plantait. Face à ce désastre,
Feynman décide de briser le protocole. Il arrête de donner des cours magistraux. Il leur enseigne l'art de l'approximation. Avant de toucher à une formule, devinez la réponse, leur crie-t-il. Regardez le problème. Est-ce que le résultat doit être grand, petit, positif? Les étudiants sont terrifiés. On ne leur a jamais appris à deviner. On leur a appris que la science est une autoroute balisée par des formules sacrées. S'ils se trompent dans l'estimation, ils se sentent stupides. Feynman, lui, leur explique que l'erreur est la seule porte d'entrée vers la réalité. À la fin de l'année, Feynman est invité à donner un discours devant les étudiants, les professeurs et les membres du gouvernement brésilien. C'est un moment de tension historique. On attend de lui qu'il loue le progrès de la nation. Feynman monte à la tribune. Il regarde l'élite du pays dans les yeux et lâche une bombe atomique verbale. Votre système d'éducation ne produit pas de scientifiques. Il produit des gens capables de réussir des examens, mais incapables de faire de la science. La salle devient un tombeau. Mais alors, un vieux professeur se lève au fond. Tout le monde pense qu'il va protester. Il prend la parole, la voix tremblante. Je savais que notre système était malade. Mais ce que je viens de comprendre, c'est que nous avons un cancer. Et c'est là que le twist final de l'expérience brésilienne arrive. Dans la classe de Feynman, seuls 2 élèves s'en sortaient vraiment. 2, sur des centaines. Le premier s'était formé en Allemagne, le second aussi. Aucun n'était passé par le système brésilien. Et le meilleur d'entre eux, il avait appris seul, dans les bois, en lisant des livres par lui-même, parce que tous ses professeurs étaient partis à la guerre. Le succès était corrélé à 100% avec le fait d'avoir été hors du système. Feynman pose alors la question qui va nous amener à notre présent technologique. Qui voudrait d'un tel étudiant pour travailler dans une usine, quand un simple livre, qui ne demande ni nourriture ni salaire, est capable de donner les mêmes réponses, jour après jour, sans jamais se tromper? Un son numérique envahit l'espace. Aujourd'hui, nous n'avons plus seulement des livres, nous avons l'intelligence artificielle. Et l'IA fait exactement ce que faisaient ces étudiants brésiliens. Elle fait correspondre des motifs à une échelle que vous ne pourrez jamais atteindre. Elle a lu tous les manuels. Elle connaît toutes les formules. Elle produit des réponses fluides à toutes les questions déjà posées. Mais posez-lui une question dont la réponse n'existe pas encore. Demandez-lui de résoudre un problème où les données contredisent le manuel. Elle s'étouffe, parce qu'elle n'a rien compris. Elle a tout mémorisé. Le fossé entre le mémorisateur et le penseur a désormais un prix. Et si vous ne changez pas de méthode, ce prix, c'est votre obsolescence. Le soleil brille, mais au lieu d'autels, on voit des structures étranges. Des pistes d'atterrissage en terre battue, des tours de contrôle en bambou, et des hommes assis avec des morceaux de bois sur les oreilles. En 1974, Feynman se tient devant la promotion sortante de Caltech. Ses étudiants sont l'élite mondiale. Ils s'attendent à un discours sur la gloire de la science. Au lieu de ça, Feynman leur raconte une histoire de fantôme. Une histoire sur des îles que l'on appelle le culte du cargo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines ont débarqué sur ces îles reculées. Elles ont construit des pistes. Elles ont apporté des radios, de la nourriture, de la technologie. Une richesse tombée du ciel. Quand la guerre s'est terminée, les soldats sont repartis, et les insulaires ont voulu que les avions reviennent. Alors ils ont tout imité. Ils ont tracé des pistes parfaites. Ils ont allumé des feux le long des bordures. Ils ont sculpté des casques audio dans du bois avec des antennes en bambou. Ils ont mis un homme dans une hutte en bois pour faire le contrôleur aérien. La forme était parfaite. Tout ce qu'on pouvait voir de l'extérieur était là. C'est pathétique et fascinant à la fois. Mais les avions ne sont jamais revenus. Pourquoi? Feynman lâche alors sa sentence. Ils ont fait tout ce qui était visible. Ce qu'ils ont manqué, c'est la chose invisible. La chose qui fait que les avions atterrissent vraiment. Cette chose invisible, c'est l'intégrité scientifique. C'est l'habitude de vérifier, de douter, de tester jusqu'à ce que la réalité réponde. Et Feynman avertit ses diplômés. La majeure partie de ce qui passe pour de la science, de l'éducation ou de l'expertise dans notre société moderne, n'est rien d'autre que de la science du culte du cargo.
On passe d'une île tropicale à une salle de réunion ultra-moderne, tout en verre et acier. Vous voulez voir un culte du cargo en action ? Regardez votre prochaine réunion de direction. Quelqu'un présente un deck PowerPoint, des diapositives magnifiques, des graphiques qui montent, des données sur chaque page. Le présentateur récite son texte avec une assurance absolue. La forme est parfaite. Le rituel est respecté. Puis, quelqu'un pose une question qui n'est pas sur les slides. Une question de « what if ». Est-ce la matière première double de prix demain ? Ou « pourquoi l'utilisateur ferait-il ça alors que c'est illogique ?» C'est une excellente question. Je vais devoir vérifier ça et revenir vers vous. Mais vous avez le modèle sous les yeux, non ? Comment réagit-il à cette variable ? Le modèle a été validé par l'équipe data. On a suivi le process habituel. Silence. La pièce se glace. Le présentateur ne reviendra jamais avec la réponse parce qu'il ne peut pas. Il ne comprend pas le problème. Il a simplement mémorisé les slides. Ce n'est pas un échec de performance individuelle. C'est un échec système. Cette personne a été entraînée à construire une piste en bambou et à attendre que l'avion de la promotion atterrisse. C'est ici que réside le premier principe de Feynman, celui qu'il considérait comme le plus sacré. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. C'est précisément ce que les manuels scolaires ont supprimé. Ils n'ont pas seulement enlevé un chapitre sur les ressorts ou les électrons. Ils ont enlevé l'habitude du doute. Ils ont remplacé la curiosité par la certitude linguistique. Feynman racontait souvent comment son père l'avait éduqué. Un jour, un autre enfant lui demande « Tu vois cet oiseau là-bas ? C'est quoi son nom ?» Richard répond « Je n'en ai aucune idée. » L'autre gamin se moque « Ton père ne t'apprend rien, c'est une grive à gorge rousse. » Mon père m'avait déjà appris la leçon. Il m'avait dit « Tu peux connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde. En anglais, en latin, en chinois. À la fin, tu ne sauras absolument rien sur l'oiseau lui-même. Tu sauras seulement comment les humains appellent l'oiseau. Pour savoir quelque chose sur l'oiseau, regarde ce qu'il fait. Regarde comment il picore. Regarde pourquoi il lisse ses plumes. Le système vous donne le nom. Le réel vous donne la connaissance. Mais pourquoi le système a-t-il cette peur viscérale du réel ? Parce que le réel est imprévisible. Si vous apprenez à un enfant à démonter le jouet, il risque de se rendre compte que le jouet est mal conçu. Si vous apprenez à un employé à comprendre la structure de coût d'une entreprise, plutôt qu'à remplir un tableau Excel, il risque de pointer du doigt l'absurdité du budget marketing. Le système préfère les étiquettes, car les étiquettes sont stables. Elles permettent de classer, de hiérarchiser et de contrôler. C'est là le paradoxe. Pour être efficace dans le système, vous devez apprendre à ignorer la réalité pour privilégier la nomenclature. Mais pour résoudre un vrai problème, le genre de problème qui change le monde, le genre qui fait gagner des prix Nobel ou qui sauve des entreprises de la faillite, vous devez faire exactement l'inverse. Vous devez désapprendre les noms et regarder la chose elle-même. Regardez vos mains. Regardez votre écran. Si je vous demandais d'expliquer comment cette vidéo arrive jusqu'à vos yeux, sans utiliser les mots Internet, serveur ou signal, seriez-vous capable de le faire ? Ou seriez-vous comme les insulaires du Pacifique, à décrire les câbles sans comprendre l'électricité ? Feynman a passé sa vie à déconstruire ces pistes en bambou. Et il a fini par découvrir un secret encore plus troublant. Le problème n'était pas seulement dans les écoles ou les îles lointaines. Il était au cœur même de la science moderne. Mais pour comprendre cela, il faut voir ce qu'il s'est passé quand Feynman a dû faire face à la plus grande catastrophe technologique de son époque. Une catastrophe où, là encore, personne n'avait osé lire le manuel du réel. On y voit la navette Challenger s'élever dans le ciel bleu de Floride, puis se transformer brutalement en un nuage de fumée chaotique. Le silence est assourdissant. 28 janvier 1986. 73 secondes après le décollage, Challenger se désintègre en direct devant des millions d'écoliers. Le système, encore lui, est sous le choc. Une commission d'enquête est nommée. On y place des politiciens, des astronautes, des militaires de haut rang et Richard Feynman. Feynman est alors mourant, atteint d'un cancer rare,
Mais il accepte parce qu'il sent que l'avion en bambou vient de s'écraser pour de bon. Et ce qu'il va découvrir est le miroir exact de ce qu'il avait vu dans les écoles de Californie 20 ans plus tôt. Des gens qui manipulent des chiffres et des mots sans comprendre la matière qu'ils touchent. La NASA affirmait que le risque de défaillance catastrophique était de 1 sur 100 000. Un chiffre impressionnant, un chiffre qui rassure les investisseurs et le Congrès. Mais Feynman, avec sa vieille habitude de lire le manuel, va interroger les ingénieurs de terrain, ceux qui ont les mains dans le cambouis. Leur estimation à eux, 1 sur 100. Pourquoi un tel écart ? Parce que la direction de la NASA vivait dans le monde des étiquettes. Ils appelaient les incidents techniques des écarts acceptables. Si une pièce brûlait à moitié mais que la navette ne s'écrasait pas, ils en concluaient que la pièce était 2 fois plus sûre que prévu. C'est ce qu'on appelle la normalisation de la déviance. C'est le langage qui cache le feu. Une main y plonge un morceau de caoutchouc noir tenu par une pince. Le moment le plus iconique de l'histoire de la science moderne ne s'est pas déroulé dans un laboratoire, mais lors d'une audition publique télévisée. Feynman ne fait pas de grands discours, il ne montre pas de graphique. Il prend un morceau de joint en caoutchouc, le fameux joint torique, O-ring, le comprime avec une petite pince et le plonge dans son verre d'eau glacée. J'ai pris ce caoutchouc et je l'ai mis dans l'eau glacée. J'ai découvert que lorsqu'on retire la pression, le caoutchouc ne reprend pas sa forme originale. Il reste comprimé. En d'autres termes, à une température de 0 degré, ce matériau perd son élasticité. Or, il faisait 0 degré sur la rampe de lancement le matin du décollage. Le visage décomposé des administrateurs de la NASA à l'écran. En 30 secondes, avec un verre d'eau et une pince, Feynman a détruit des années de rapports bureaucratiques. Il a montré que le système avait préféré croire en ses propres définitions, la navette est sûre car le modèle dit qu'elle l'est, plutôt que de regarder comment le caoutchouc réagit au froid. C'est là que réside le paradoxe fondamental. Plus une organisation devient complexe, plus elle crée des barrières entre ses membres et la réalité. On crée des départements, des protocoles, des couches de management, jusqu'à ce que plus personne ne sache comment le jouet fonctionne. On finit par vénérer la procédure, comme si c'était la vérité elle-même. Alors, comment sortir de ce piège ? Si le système est conçu pour nous transformer en mémorisateurs de pistes en bambou, comment Feynman faisait-il pour rester un penseur de réalité ? Le mathématicien Giancarlo Rota a révélé le secret du système Feynman. Ce n'était pas une question de neurones ou de quotient intellectuel supérieur. C'était une technique de gestion mentale. Feynman gardait en permanence une douzaine de ses problèmes préférés dans un coin de son esprit. Des problèmes qu'il ne savait pas résoudre. Des questions sur la physique, mais aussi sur la musique, la biologie ou le crochetage de serrures. À chaque fois qu'il entendait une nouvelle idée, qu'il voyait un nouveau tour de magie ou une nouvelle méthode mathématique, il la testait contre ces 12 problèmes. Est-ce que ça aide pour mon problème de turbulence ? Est-ce que ça explique pourquoi cette plaque oscille ? De temps en temps, il y avait un clic. Une connexion que personne d'autre ne voyait. Les gens disaient « c'est un génie ». Non. Il était simplement le seul à avoir gardé ces questions vivantes au lieu de les enterrer sous des diplômes. Prenez une seconde. Quelles sont vos 12 questions ? Pas vos objectifs trimestriels, pas vos KPI, vos vraies questions, celles qui vous obsèdent sous la douche. Si vous n'en avez pas, c'est que le système a gagné. Il a rempli votre cerveau avec ses réponses pré-mâchées pour ne plus laisser de place au vide créatif. Feynman était assis à la cafétéria de Cornell quand il a vu un étudiant lancer une assiette en l'air. L'assiette vacillait en tournant. Pour n'importe quel autre professeur, c'était un étudiant qui faisait l'idiot. Pour Feynman, c'était un test pour l'un de ses problèmes latents sur les objets en rotation. Il a commencé à calculer le rapport entre la vitesse de rotation et la vitesse du vacillement sur une nappe en papier. Ces calculs inutiles, faits pour le plaisir, l'ont ramené aux équations des orbites électroniques. Ce petit jeu avec une assiette de cafétéria est ce qui l'a conduit directement au prix Nobel. Le système déteste le jeu. Il déteste l'improvisation.
Il veut que chaque minute soit productive selon ses propres termes. Mais la vraie productivité, celle qui fait atterrir les avions, naît de cette zone franche où l'on a le droit de dire « Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je veux voir comment ça bouge ». La barrière ultime, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'ego. Le système nous apprend qu'admettre son ignorance est une faiblesse. Feynman nous montre que c'est une superpuissance. Mais alors, si nous décidons aujourd'hui de brûler nos manuels et de démonter nos propres chiens mécaniques, que reste-t-il ? Que devient notre vision du monde quand les étiquettes tombent ? C'est ce que nous allons voir dans la conclusion de ce voyage. Le narrateur, y voilà, le dénouement. Pourquoi cette obsession de Feynman pour les manuels de 1964 est-elle plus vitale aujourd'hui, en 2026, qu'elle ne l'a jamais été ? Parce que nous avons enfin construit la machine ultime à mémoriser les réponses, l'IA. L'IA est le meilleur élève brésilien de l'histoire. Elle a lu tous les livres, elle connaît toutes les formules. Elle peut réciter chaque définition de friction ou d'énergie dans toutes les langues connues. Elle excelle dans le pattern matching. Mais demandez-lui de diagnostiquer une machine dont les plans n'existent pas sur le web. Demandez-lui de résoudre un conflit humain où les données contredisent la logique. Elle cale. Elle hallucine. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais démonté le chien mécanique. Elle n'a fait que lire la notice. La vérité, c'est que le système vous a préparé à être remplaçable par un algorithme. Si votre valeur ajoutée est de connaître la bonne réponse du manuel, vous êtes déjà obsolète. La seule chose que la machine ne sait pas faire, et que le système a tenté d'éteindre en vous, c'est de penser à partir de zéro. C'est le mécanicien qui pose son oreille sur le bloc moteur et écoute le cliquetis avant d'ouvrir le manuel technique. C'est l'ingénieur qui esquisse une solution sur une serviette en papier avant de lancer son logiciel de CAO. Ils font du Feynman. Ils font confiance à leur sens et à leur intuition du réel avant de s'incliner devant l'autorité du papier. Alors, voici votre feuille de route pour redevenir un penseur de réalité dans un monde de culte du cargo. Règle numéro 1. Strip every claim. La prochaine fois que quelqu'un vous balance un mot complexe en réunion, décentralisation, agilité, synergie, demandez-lui de vous expliquer le concept avec les mots d'un enfant de 6 ans. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Il ne fait que brandir un totem de bambou. Règle numéro 2. Estimate before you calculate. Ne faites jamais confiance à un résultat avant d'avoir eu une intuition de son ordre de grandeur. Si votre logiciel vous donne un chiffre, mais que votre gut feeling vous dit que c'est absurde, c'est probablement le logiciel qui se trompe. Ou vous avez mal compris le problème. Dans les deux cas, arrêtez tout. Règle numéro 3. Carry your 12 problems. Ce soir, n'écrivez pas vos objectifs. Écrivez vos questions. Qu'est-ce qui vous fascine ? Pourquoi cette entreprise échoue-t-elle à innover ? Comment fonctionne vraiment la motivation humaine ? Gardez ces questions vivantes. Filtrez chaque nouvelle information à travers elles. Feynman n'était pas un génie parce qu'il savait tout. Il était un génie parce qu'il acceptait de ne rien savoir. Il a passé sa vie à dire « je ne sais pas » avec une joie enfantine. Pour lui, la science n'était pas une accumulation de faits poussiéreux. C'était une aventure amoureuse avec le mystère. Il y a une beauté terrifiante à regarder le monde tel qu'il est vraiment, sans le filtre des étiquettes. Quand vous réalisez que la chaleur n'est pas un concept abstrait, mais une danse frénétique de milliards d'atomes qui se cognent les uns contre les autres. Quand vous comprenez que la couleur d'une fleur n'est pas juste un mot, mais une interaction complexe entre la lumière du soleil et la structure moléculaire des pétales pour attirer une abeille, je ne me sens pas moins émerveillé par une fleur parce que je comprends sa structure interne ou ses processus biologiques. Au contraire, cela ajoute une couche de mystère et d'admiration. La science ne détruit pas la beauté, elle la révèle à une échelle que l'œil nu ne peut même pas imaginer. Le système a essayé de vous faire croire que la connaissance était une cage de définition. C'était un mensonge. La connaissance est une clé. La prochaine fois que vous marcherez sur le trottoir, ne pensez pas à la friction. Pensez à ces minuscules montagnes de béton
qui arrache des fragments de votre chaussure. Sentez la réalité sous vos pieds. Vous n'êtes pas là pour mémoriser le monde, vous êtes là pour le démonter, le comprendre, et peut-être, si vous avez assez de courage pour poser les questions interdites, pour le reconstruire. Le système n'a jamais été conçu pour vous apprendre à résoudre des problèmes. Mais Feynman vous a laissé les outils pour le faire malgré tout. La piste est là. Mais cette fois, ce n'est pas du bambou. C'est du béton, c'est du fer, c'est du vrai. Et les avions ? Ils n'attendent que vous pour décoller. Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, sans étiquette,